Bonjour. Je pense qu'on peut commencer, on est un peu en avance, mais on va peut-être faire un petit résumé. Il y a eu quand même 7 conférences successives dans un temps assez court. Donc, si vous voyez le tempo du cours, la stratégie du cours, en fait, c'était de définir initialement les grands défis en recherche biomédicale, ensuite de parler des outils de support de cette recherche, les mécanismes si vous voulez, d'allocation des ressources. Nous avons parlé aussi des grandes tendances dans ces mécanismes à travers le monde, comparer les différents pays et donc l'évolution à l'échelle globale des investissements et de leurs résultats. Nous avons parlé, bien sûr, de toute la médecine translationnelle et de ses étapes multiples, et en fait du problème de l'innovation biomédicale qui est vraiment paradoxal, c'est-à-dire plus de connaissances, plus d'investissements, moins de productivité, et pour des raisons qui sont profondément reliées à la science, à notre incapacité de vraiment comprendre les systèmes biologiques, et donc arriver à un modèle différent. Donc, changement des modèles d'innovation dans l'industrie qui passe d'un modèle d'innovation fermé, laboratoire éloigné de tout centre académique, dans des endroits idylliques, très loin de toute interaction, à un changement maintenant où tous les laboratoires veulent se mettre au milieu des clusters, des essaims, comme je vous avais dit, des essaims de créativité, que ce soit des essaims, des génopoles, tous les technopoles, mais qui tous, en fait, ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils associent une institution d'éducation et de recherche qui, en fait, sélecte, forme, crée le capital humain. Et des institutions autour, qui sont souvent d'ailleurs émergées de ces institutions créatrices. Et je vous avais donné l'exemple, par exemple, du MIT, comment le MIT a une histoire extraordinaire dans l'écosystème innovateur, l'histoire de l'Institut Pasteur, l'histoire des grands instituts en Allemagne, par exemple, Max Planck, Fraunhofer. Donc, vous voyez, on a tracé un tissu au cours de tous les cours précédents, un tissu avec une définition du problème, c'est-à-dire que fondamentalement, l'innovation technologique en biomédecine, il y a quand même des défis assez particuliers, avec une description des outils qui se sont développés d'eux-mêmes, la description de cette concentration particulière qui se crée maintenant dans le monde, où à travers l'évolution des comparaisons internationales, on se rend compte qu'il y a une convergence des stratégies, en fait, que tous les pays, tous les centres d'innovation ont un thème tout à fait particulier, c'est-à-dire que les grands succès sont en général reliés à cette combinaison des 3 missions, la mission d'éducation, la mission de recherche et la mission de conversion des connaissances en innovation réelle. Souvent, ce qui est souvent en fait trompeur, c'est qu'on pense toujours que le centre d'innovation, c'est la création de connaissances, et le centre de translation, c'est l'industrie éloignée qui fait de la translation. Ça, c'est l'ancien modèle. C'est le modèle d'innovation fermée et séparée. Et ça, ce n'est plus le modèle de maintenant. Ça a évolué où, en fait, on a des clusters, des essaims. Donc, c'est ça un peu la tendance. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est de discuter, en fait, la gouvernance de toutes ces institutions et essayer d'avoir peut-être des observations basées sur mon expérience de ce qui marche pas, quelles sont en fait les grandes forces qui dirigent la gouvernance. Donc, la première question, c'est quoi la gouvernance? La définition de la gouvernance. Et ça, c'est un peu difficile parce qu'en fait, il y a plusieurs définitions opérationnelles. Les gens ont des compréhensions différentes de ce qu'on appelle gouvernance. Donc, on va en parler un peu. En fait, en analyse finale, ce sont les processus formels qui dirigent une entreprise. Que ce soit une entreprise familiale, que ce soit une entreprise nationale, une entreprise internationale,
de toute manière, on peut dire qu'à la base même de la gouvernance, ce sont les processus de gouvernance. Bon, ça, c'est une définition très simple, très fonctionnelle. Ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne nous éclaire pas sur bonne gouvernance ou pas très bonne gouvernance. La deuxième définition, c'est le système de distribution du pouvoir et de l'autorité sur tous les joueurs d'un écosystème. Donc, quelle est la distribution du pouvoir et l'autorité entre le système politique, le système économique, le système de formation du capital humain, le système de formation du capital physique? On distribue en fait ces ressources et ces priorités, et donc on peut dire que le système de gouvernance, en fait, c'est un système de distribution de pouvoir. Distribution de pouvoir et d'autorité. Et alors là, on voit bien sûr des grandes différences. Quand on a une base de pouvoir démocratique, on distribue ce pouvoir et cette autorité d'une certaine manière. Quand on a une base de pouvoir autocratique, on le distribue d'une autre manière. Et ces deux systèmes de gouvernance ont des résultats différents quand il s'agit d'innovation. Ça, c'est une autre manière de voir, mais ce que je pense être plus encore précis, c'est de dire qu'en fait, tous les systèmes de gouvernance, ce sont des méthodes pour sélectionner et allouer des ressources humaines, des ressources physiques, pour accomplir un but sociétal, un but institutionnel, un but national, un but international, un but de corporation privée, un but même individuel. Vous voyez ? Et ça, c'est une discussion profonde, parce qu'à la fin, ce qui est vraiment essentiel dans un système de gouvernance, ce n'est pas tellement le pouvoir et l'autorité, c'est-à-dire l'apparence de la capacité de distribuer des ressources. Quand on est le roi, je vous avais montré par exemple l'exemple au cours des temps de la formation de sociétés savantes par le monarque, y compris le Collège de France, y compris les institutions qui précédaient les instituts Max Planck. C'est une tradition historique. Vous voyez ? Donc ce n'est pas tellement l'autorité et le pouvoir. La vraie question, c'est est-ce que cette autorité et ce pouvoir se sont exercés de telle manière à ce que les ressources disponibles, humaines et physiques, ont été allouées pour le meilleur but social. Parce que, rappelez-vous, entre découverte et innovation, il y a une grande différence. C'est que découverte, c'est avancer des connaissances. Innovation, c'est la translation aussi de ces connaissances en diffusion, donc création, diffusion initiale et expansion. On ne considère pas une innovation quelque chose qui est resté dans les tiroirs. On considère l'innovation tout le système qui va de la créativité jusqu'à la distributivité de l'innovation. Donc voilà un peu trois niveaux différents de comprendre la gouvernance. Maintenant, on peut se poser la question, d'accord, on a une définition d'autorité et de distribution, on a une définition de process, on a une définition de but, la distribution des ressources. Mais c'est quoi donc la bonne ou la mauvaise gouvernance ? Bien sûr, c'est une question d'opinion. Si moi j'ai envie de faire A et l'autocrate me dit B, je dis bon, c'est de la mauvaise gouvernance. Si moi j'ai envie de faire A et puis un comité démocratique se réunit et puis me dit non, c'est de la mauvaise gouvernance. Et ça, c'est l'histoire classique des allocations de ressources. Donc la première réaction, c'est de dire la bonne gouvernance, c'est celle qui me supporte. La mauvaise, c'est celle qui supporte l'autre. Donc il y a un processus compétitif d'allocation. Est-ce que c'est ça, la bonne gouvernance ? En fait, comme on ne peut pas supporter toutes les initiatives, par définition, une bonne gouvernance va être perçue comme mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'on accepte peut-être de supporter 10 ou 15% de ce qui est possible. Donc il y a 85% des gens qui vont être unhappy. Donc il y a toujours ce problème de dire, bon, c'est quoi alors donc good governance ? On a parlé du système. Est-ce que la bonne gouvernance, en fait, c'est celle qui réussit à donner de bons résultats ? Le problème, c'est que ce n'est pas une définition qui marche dans l'innovation. Ça marche dans le manufacturing, dans l'industrie manufacturière, où on peut quantifier avec un indice et une métrique claire quel est en fait le résultat. Ça, c'est un.
Donc, on ne peut pas vraiment définir une bonne gouvernance en fonction de ses résultats seulement. Et on peut aussi bien dire que c'est seulement vrai si vous savez à l'avance quels sont les bons résultats. Or, dans l'innovation, justement, l'innovation n'est pas prévisible. Si elle était prévisible, on l'aurait déjà engineered, quoi. On aurait fait un système d'engineering. Et ça, c'est donc l'idée opposée, c'est-à-dire que l'innovation de rupture n'est pas prévisible et donc elle n'est pas gouvernable. Donc, il y a beaucoup de gens qui vous disent gouverner l'innovation, c'est une contradiction en soi. Beaucoup de gens qui vous disent mais attendez, la bonne gouvernance, c'est d'achever des résultats qui sont socialement de valeur, c'est-à-dire qui répondent aux besoins de l'humanité. Et donc, c'est quoi, good or bad? Et ça, c'est une question centrale, parce qu'on peut toujours avoir des opinions différentes, mais à la fin, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Hein. Souvent, on voit les résultats, les prix Nobel, les innovations, on les voit à la fin. Mais ça rétrospectivement, c'est-à-dire en faisant le chemin inverse, on n'arrive pas à déduire qu'est-ce qui a vraiment généré ce genre de succès, du point de vue gouvernance. C'est-à-dire, est-ce que la gouvernance vraiment a eu un impact là-dessus? Et ça, c'est un problème un peu circulaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger les résultats, donc on ne peut pas vraiment dire que la gouvernance va être basée sur les résultats. Pourquoi? Parce que les résultats eux-mêmes ne sont pas prévisibles. Donc c'est vraiment un problème particulier. C'est pour ça que j'en ai fait une leçon. C'est-à-dire que c'est un problème fondamental pour les gens qui réfléchissent à la bonne utilisation des ressources. Par définition, l'innovation, c'est une aventure à haut risque. Et donc, déjà, si on dit ça, déjà, il y a une caractéristique particulière de la bonne gouvernance, c'est qu'elle doit supporter, elle doit être encourageante de la prise de risque. Ça, c'est une caractéristique particulière. C'est différent de gérer les retraites des gens ou le capital investi ou l'immobilier ou toutes les autres activités humaines. Bien qu'à Wall Street, je crois qu'ils ont pris des risques. Ils ont été innovateurs au point de nous ruiner. Mais enfin, ce n'est pas ce que je veux dire. Good governance en innovation doit assurer certaines prises de risques. Mais en fait, dans mon analyse personnelle, c'est que finalement, quand on réfléchit du point de vue stratégique, on dit que le vrai problème et le vrai but, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à la fin, le but de la gouvernance, comme la bonne gouvernance, c'est de distribuer efficacement et effectivement les ressources, d'abord aux individus et aux idées qui permettent aux innovateurs d'exprimer leur potentiel maximal. De l'idée, de la génération de l'idée, on ne doit pas décourager, donc prendre des risques, à la réalisation de l'idée, donc ne pas sous-dimensionner la capacité de l'innovateur de faire et de réaliser son innovation, son acte créateur. Et comme je vous l'avais dit, il ne faut pas considérer l'innovation comme gérable. C'est-à-dire que les innovateurs arrivent de manière un peu chaotique dans toute société. Et la seule chose, c'est un peu de dire l'acte de ne pas faire de mal. First, do no harm. Parce que c'est fragile, c'est une graine très très fragile. Et les bons systèmes de gouvernance en innovation reconnaissent le fait que l'acte de créativité par l'innovateur, au début, l'idée et le support initial sont absolument ingérables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diriger ça. On doit le supporter, on doit l'encourager, on doit fournir le terreau, on doit fournir les engrais, mais on ne peut pas dire « Ah, demain, tu vas me faire un chef-d'œuvre. » D'accord? Donc, un peu d'abstentionnisme moins de dirigisme sur l'idée initiale. Et on passe de la génération d'idées à la réalisation, ça devient de plus en plus difficile, si vous voulez, d'allouer les bonnes ressources aux bonnes idées, aux bons innovateurs. Et puis ensuite, bien sûr, diffusion initiale de cette innovation, acceptance, ce qu'on appelle les early movers, c'est-à-dire les early adopters, c'est les adopteurs de l'innovation précoce. Et ça, c'est très important, cette phase. Donc, phase initiale,
génération d'idées, création du concept, preuve du concept. Il faut être preneur de risque mesuré, donner une chance. Deuxièmement, le premier cercle des adopteurs, c'est-à-dire des gens qui adoptent cette idée, il faut les protéger pour qu'il y ait une diffusion initiale. Mais ensuite, l'expansion, c'est-à-dire vraiment la réalisation d'une molécule ou d'un device ou bien d'une nouvelle technologie, ça c'est un problème différent. C'est un problème vraiment où la gouvernance à ce moment-là est beaucoup plus stratégique dans le point de vue de la distribution des ressources et du capital. Bon, donc si vous reprenez le but de la bonne gouvernance, qui est de bien distribuer les ressources disponibles, humaines et physiques, en fonction de toute une sélection possible d'idées et d'innovateurs, on se dit, bon, mais c'est quoi en fait là ça serait quoi donc les principes opérationnels d'un système pareil qui performerait comme ça? Ça serait quoi? Et c'est à ce moment-là où on se pose la question, on se dit, tiens, il y a quand même une observation fondamentale de gouvernance en innovation, c'est le suivant, c'est que par définition, l'allocation des ressources en innovation est inefficace. Ça vous surprend, c'est un paradoxe. Pourquoi c'est inefficace? Parce que vous savez historiquement que 90% de ce que vous faites en innovation, ça échoue. Si on avait une activité humaine où 90% du temps on échoue, si vous imaginez si vous allez dans un restaurant et 90% du temps on ne vous livre pas le bon menu ou le bon repas, ou 90% vous ne trouvez pas une chambre d'hôtel quand vous avez réservé l'hôtel, ou 90% du temps le train n'arrive pas à temps, 90% du temps l'avion n'est pas là, vous imaginez une société où il y a un système pareil, c'est le plus ridicule des systèmes quand on réfléchit. Donc ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que quand on voit ça de ce point de vue-là, du point de vue stratégique, c'est-à-dire pas du point de vue projet, et on voit ça du point de vue gouvernance, on dit vraiment ceux qui gèrent l'innovation ne sont pas dans une situation très agréable. Parce que par définition, statistiquement, 90-95% de leurs allocations de ressources, humaines et financières, vont être gaspillées. Donc, c'est quoi en fait le but d'une good gouvernance? C'est de dire comment en fait, améliorer ce rapport, si vous voulez. Et en fait, on ne veut pas vraiment améliorer ce rapport quand on prend vraiment des risques. On arrive toujours à un très grand gaspillage, quote unquote. Ce n'est pas un gaspillage, parce que les 5% qui réussissent énormément bien. Bon, donc en fait, il faut passer un système de gouvernance, d'après moi, c'est un système où on voit les ressources qui ont été investies, et puis on voit si c'est 1% des ressources ont été productives, ou 2, ou 3, ou 4. En fait, c'est ça la bonne mesure, en fait. Hein. Donc, en fait, on est obligé de dire, bon, mais comment j'arrive à vraiment réaliser cela? C'est un peu comme un exercice d'allocation de capital. Que ce soit humain ou physique, c'est ça, en fait. Hein. Et c'est quoi l'efficacité d'une allocation de capital? Alors, je vais vous donner des exemples qui ne sont pas en innovation, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Si je ne peux pas savoir clairement que si j'investis A, je vais avoir B, il faut s'assurer qu'au moins je n'investisse pas dans des situations où vraiment il n'y a pas de résultat. Je sais qu'il n'y a pas de résultat et je continue à investir. Donc en fait, le premier rôle d'une bonne gouvernance en innovation, c'est de fluidifier ce capital qui s'investit dans les idées d'innovation. D'accord? Or, pour fluidifier ce capital, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas continuer à investir dans des trucs qui sont carrément pas bonnes, parce que 95% du temps, ça ne va pas être bon. Donc, il faudra avoir un système de décision, un système d'allocation flexible. C'est ce que j'appelle une bonne gouvernance en innovation, est une gouvernance qui permet l'allocation dynamique des ressources humaines et du capital. Dynamique. Ça veut dire quoi, dynamique? Ça veut dire qu'elle poursuit l'opportunité, elle poursuit les possibilités, mais elle est quand même assez indépendante pour juger et évaluer
ces opportunités pour qu'il n'y ait pas de perte de capital inutilisé. Alors ça, c'est quoi, par exemple, dans l'industrie? Quand on étudie des modèles économétriques, par exemple, de l'industrie, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Comment Toyota a battu General Motors. Vous savez comment? C'est parce qu'ils ont géré leur système de telle manière qu'il n'y ait pas de temps mort. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'inventaire dans les usines Toyota. Les fournisseurs devaient amener le matériel directement à l'usine. Il était monté dans la voiture dans l'heure qui suivait. Pas de perte de transaction. Donc ça c'est l'exemple. Carrefour ou Walmart, comment ils ont réussi? Parce que Carrefour ou Walmart prennent un inventaire qui est exactement dû à la demande. Donc ils ont des systèmes d'ordinateurs qui voient quand vous achetez quelque chose dans un magasin, c'est mis dans un système d'ordinateur, ah tiens, les stocks diminuent de papier de toilette, l'huile, et puis à ce moment-là, ils envoient un email au fournisseur et puis ils disent bien j'ai besoin que vous fournissiez tant et tant et tant et tant à tel magasin, tel magasin. C'est géré de telle manière à ce qu'on ne manage pas les temps vivants, mais on ne gère pas les temps vivants, c'est-à-dire les temps où on fait quelque chose, où on vend quelque chose, mais on gère en fait les temps morts. Donc le premier ennemi d'une bonne gouvernance de système d'innovation, c'est d'abord de gérer les temps morts, d'abord de gérer l'utilisation inefficace du capital humain et physique. D'accord? Comme je ne peux pas prévoir quel est le breakthrough, ce que je peux être sûr, c'est que si je ne gère pas le capital de manière efficace, je serai beaucoup moins capable de réussir, statistiquement. Donc en fait, ce sont des concepts qui sont assez nouveaux, à mon avis, c'est un peu une découverte personnelle au fur et à mesure des années. Je me suis rendu compte qu'une bonne gestion, une bonne gouvernance, ce n'était pas seulement dû à une décision, enfin un système de décision, un process de décision, mais c'était aussi dû à une philosophie d'allocation des ressources, une philosophie qui dit que dans l'innovation, c'est inefficace par définition. Première manière de réduire l'inefficacité, c'est de diminuer les temps morts, réduire les coûts de transaction. Bon, donc ce concept de coût de transaction est un concept, je voudrais l'introduire maintenant parce que c'est un concept très important. Qu'est-ce que ça veut dire les coûts de transaction? Ce qu'on dit, les coûts de transaction sont tous les coûts associés à la réalisation d'une activité productive. Donc les coûts de transaction, c'est aller au notaire, payer le notaire 30% ou 20%, je ne sais pas combien ça coûte, et les intermédiaires, le truc légal, enfin tout ce qui est nécessaire pour transacter une interaction. Acheter du matériel, acheter des réagents, des réactifs d'expérience, engager des gens, le processus d'engagement, tous ces processus-là sont des coûts de transaction. Or, quand on voit l'analyse économétrique des coûts de transaction, il y a eu des recherches très, très fortes là-dessus. Quand on voit l'impact de ces coûts de transaction, il faut bien réfléchir de manière très, très puriste là-dessus. C'est-à-dire que si moi, j'ai 100 $ de capital, 100 € de capital à investir, et que si j'investis dans cette activité, mes coûts de transaction sont de 15. D'accord? Donc il faut que j'investisse dans une activité qui a un retour de capital qui soit d'abord les coûts de transaction, plus le retour au moins d'un bon du trésor, un bon de. Donc plus les coûts de transaction augmentent, et plus votre besoin de retour d'investissement augmente. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on trouve que c'est une des grandes explications de la chute de certaines économies, c'est quand les coûts de transaction augmentent à un tel niveau qu'il n'y a aucune transaction possible qui puisse ramener un investissement, enfin un retour sur l'investissement suffisant pour permettre les transactions, le coût de transaction. Donc c'est une théorie générale des coûts de transaction et leur impact en fait sur l'efficacité d'un système d'allocation des ressources. Je ne vais pas trop compliquer les choses, mais c'est un peu ça. Quand vous comparez les économies, par exemple, l'économie chinoise, l'économie américaine, à différentes périodes de l'histoire, vous vous rendez compte en fait qu'il y a une relation directe entre taux de croissance et coût des transactions. C'est beaucoup plus facile d'établir une usine en Chine
bien que ça diminue. Maintenant, c'est le Vietnam, avant, c'était ailleurs. Pourquoi? Parce que les coûts de transaction sont moindres. Alors, il y a moins de coûts comment on appelle, labor, enfin comment dire labor? Les transactions, hein? De travail, les lois de travail, les lois de l'environnement. Et aux États-Unis, par exemple, les poursuites judiciaires des avocats. C'est-à-dire, moi je dis toujours, aux États-Unis, il faut 2 avocats pour un médecin. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui doit le poursuivre en justice et un autre qui doit le défendre. Donc, on est en plein emploi des avocats. Donc, ces coûts de transaction, donc je vous donne cet exemple pour vous dire qu'en recherche et en innovation, il faut absolument faire très attention à ces coûts de transaction, parce que c'est les coûts qui fondamentalement réduisent la bonne gouvernance. Si vous comprenez en fait le mécanisme, enfin la logique que j'essaie d'amener. Donc, le key role, hein, un rôle essentiel, que ce soit bon ou mauvais, d'après moi, un rôle essentiel de la bonne gouvernance est de faciliter la réallocation, pas l'allocation, la réallocation permanente, dynamique du capital humain et physique pour minimiser l'utilisation inefficace, c'est-à-dire transactionnelle, non productive, des ressources relatives au potentiel pour l'innovation. Et ça a des implications profondes dans la bonne versus la mauvaise gouvernance. Donc on se dit, bon, quel est le système qui permet le plus de réduction des coûts de transaction pour pouvoir justement avoir ça dans un système d'innovation qui, par définition, est inefficace? Pour moi, c'est comme ça que je juge la bonne conduite d'une entreprise. Et alors vous allez me dire, bon, c'est bien beau tout ça. C'est quoi de nouveau? Il y a quoi de nouveau là-dedans? C'est connu. Enfin, on essaye et puis on voit et puis on sait qu'il y a telle discipline, on est obligé d'en avoir, donc on investit et puis voilà. Mais en fait, ce qui est clair, c'est que tout système de gouvernance qui ne prend pas en compte la diversité des approches, qui soit appropriée au degré de prédictivité, c'est-à-dire si on peut vraiment prévoir, par exemple, que si on construit un accélérateur de particules au CERN pour 11 milliards d'euros, donc on alloue les personnes, les physiques, les personnes humaines et le capital physique, c'est parce qu'on est capable de prévoir. On est capable de prévoir parce qu'on a toute une série d'expériences qui arrivent là, qui ont été réalisées avant. Et donc on prend une décision de gouvernance de dire on peut faire ça. Donc il y a une relation entre en fait la capacité de prévoir et la capacité de gérer l'innovation. D'accord? Et donc il faut avoir une diversité d'approches parce qu'on ne peut pas utiliser cette méthode géante de dire on va construire un grand centre, on va mettre des tas de gens, c'est la stratégie du Titanic dont je vous avais parlé, si vous vous rappelez. On va mettre des tas de gens, on va faire une belle construction, on va construire, on va faire des labos, puis on va chercher les gens après. Non. D'abord, on trouve les gens, ensuite on construit autour. Ça dépend en fait de là où on est. Donc, si on veut arriver à des programmes d'innovation où on sait très bien quel est le but, il y a une méthode de gouvernance. Quand on a des programmes d'innovation où on ne sait pas où est le but, une autre méthode de gouvernance. Donc, diversité des systèmes de gouvernance. On ne peut pas avoir one size fits all. Donc, distribution, en fait, c'est une bonne chose dans les approches. Donc, les caractéristiques de bons systèmes de gouvernance. 1. Puisque ce genre d'utilisation des ressources est quand même difficile, il faut pour pouvoir avoir un signal de dire ça, il faut qu'on amène plus de ressources. Parce qu'attention, ce qui est très important, ce que j'ai remarqué aussi dans les bons versus bad system of governance, c'est que les mauvais systèmes distribuent les ressources également. Moi, je ne peux pas savoir, il y a 100 personnes, là, ils sont tous très bien. J'ai aucune manière de prévoir, donc j'ai 100 000 euros et j'ai 100 personnes, c'est 1 000 euros chacun. Ça, c'est le plus mauvais des systèmes, parce que en fait, ça rigidifie l'allocation dynamique vers ceux qui réussissent et qui arrivent à démontrer, donc ils veulent se transférer en phase de preuve de concept à la diffusion initiale, donc avec les premiers adopteurs,
et l'inverse qui est vraiment en disant, bon, ça on a évalué 2 fois, ça ne marche pas, il faut réallouer. Pour ne pas avoir cette perte de... Donc il faut avoir une responsabilité, une accountability qui soit claire. Les systèmes de gouvernance où on n'a pas ce genre d'accountability, en général, ce n'est pas que ça ne réussit pas, il y a toujours des exceptions, mais en général, ils augmentent les coûts de transaction et l'utilisation inefficace des ressources. Parce que pour moi, ce qui est important, si j'ai un capital de 100 000 euros que je peux faire circuler sur 200 idées, parce que je l'utilise efficacement, c'est mieux géré, mieux gouverné qu'un capital de 100 000 euros que je fais circuler sur 50 idées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette exploration, cette capacité d'explorer le monde des idées et de sélectionner, pas au niveau égalitaire, mais en disant les bonnes, on donne plus, les moins bonnes, on les élimine, on circule, on prend celle d'une autre, ce n'est pas un jugement, c'est juste un but stratégique, de dire essayons d'avoir le plus de circulation cérébrale possible dans le système. Bon, la bonne gouvernance aussi réduit les conflits d'intérêts. Donc on réduit les coûts de transaction, on établit un système de responsabilité, d'accountabilité qui est clair. Donc on sait quand ça marche, qui est responsable, quand ça ne marche pas, qui est responsable, comme ça on peut réallouer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échouer un jour et réussir le next. Au contraire, c'est peut-être la même personne qui revient avec une autre idée. Mais moi, de mon intérêt du point de vue gouvernance, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir supporté 2 idées plutôt qu'avoir supporté un canasson qui n'arrivera jamais au but. Pas un canasson en tant que personne, mais en tant qu'idée, parce que la même personne peut échouer un jour et réussir le lendemain. Donc, un canasson d'idées, Philippe, pas un canasson de... Je vois que Philippe qui rigole, mais c'est effectivement ça. Donc, un mécanisme pour réduire les conflits d'intérêts est essentiel. Et ça, les conflits d'intérêts, s'il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas d'intérêt. Donc, dès qu'on a un intérêt pour quoi que ce soit, il y a un conflit d'intérêts. Et les gens qui me disent « mais non, il n'y a pas de conflit, on est honnête. » Non. Le conflit d'intérêts, c'est comme l'oxygène. Il existe de nature parce qu'il y a un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de conflit, c'est sûr. Donc, il faut bien comprendre qu'on doit prendre en gouvernance le fait que nous sommes tous conflictés. Nous sommes tous en conflit. Nous sommes en conflit avec nos intérêts personnels, nos intérêts institutionnels, nos intérêts de groupe, nos intérêts nationaux, et puis ainsi de suite. Et donc, toute cette notion de conflit d'intérêts ne peut pas être évitée comme un « ah, écoute, tu sais, c'est son copain ». Non, il faut le gérer. On gère un conflit d'intérêts, on le gère d'abord en transparence, il faut qu'il soit déclaré, qu'il faut qu'il soit géré. Les conflits d'intérêts, ça existe, ce n'est pas interdit. Mais ce qu'il y a de problématique, c'est qu'on n'ait pas d'approche sur les conflits d'intérêts, et ça crée un problème de gouvernance. Parce qu'à la fin, on perd la transparence. Quand on perd la transparence, on perd en fait cette autorité. Parce que rappelez-vous, je disais gouvernance, c'est le pouvoir et l'autorité. Et l'autorité n'est pas physique, l'autorité est morale. Donc on perd fondamentalement la capacité de gouverner quand on perd son autorité morale. Et donc, gérer les conflits d'intérêts, soit en organisant des revues indépendantes, en organisant des évaluations indépendantes, en séparant en fait le pouvoir d'exécution du pouvoir d'ordonnation. Ne pas être juge et partie en même temps. Ce sont des principes humains de base. Mais les sociétés d'innovation et scientifiques sont absolument extraordinaires en disant « nous, on est différents. Nous, on n'est pas comme tout le monde. Nous, c'est élevé, on a des idées. » Et j'entends ça souvent, et ça ne marche plus. Ça ne marche plus, ça ne marchera pas. Et c'est donc, enfin, on connaît les histoires du passé, les mandarinas, les histoires comme ça. Bon, c'est pas de mal, mais il faut gérer. Il faut gérer. Et donc, un système de gouvernance doit avoir un mécanisme clair, établi, de gestion des conflits. Et de tous les conflits, parce qu'il y a plusieurs genres de conflits. La raison pour laquelle vous voulez aussi gérer les conflits, c'est que, en fait, les conflits d'intérêts sont des sources d'allocation inefficace du capital humain et du capital physique. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au lieu de répondre uniquement à ce que moi je considère
le devoir essentiel d'un système de gouvernance, qui est d'encourager les idées les plus nouvelles, d'allouer des ressources, de les circuler dynamiquement, tout ça est un peu grippé par un système de conflit. Si on n'est pas clair sur ce qu'on veut faire, et puis en plus on a des conflits, ça grippe le système, et au lieu de supporter 200 idées avec un capital de 100, on en supporte 25. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut avoir une diversité de vues indépendantes, et ça, c'est un principe très très important dans la gouvernance qui a été bien décrit par un auteur américain qui s'appelle Surowiecki, S-U-R-O-W-A-I-E-C-K-I, qui a écrit un livre assez important qui s'appelle La sagesse des foules, Wisdom of Crowds. Et c'est là où, bon, c'est un sociologue, et il étudie la question suivante. Si vous avez une décision à prendre, une décision assez difficile dans un système d'innovation, donc on est là, on est en train de gouverner une institution quelconque, on doit prendre une décision. Quelle est la meilleure manière de prendre la décision? Il pose la question suivante. Est-ce que la meilleure manière, c'est de prendre les meilleurs experts dans le domaine? Donc, disons l'imagerie, on est dans l'imagerie, on a un problème d'imagerie, on doit décider sur l'imagerie. Quelle est la meilleure truc? On prend Elias Zerhouni, on prend tous nos collègues, on met les plus grands experts au monde, on les met tous ensemble, et puis on dit, voilà, j'ai un problème d'imagerie, vous êtes les imageurs, venez et dites-moi ce qu'il faut faire. Ou alors l'approche différente, l'approche de cette sagesse des foules, où on prend en fait 3 imageurs, 3 biologistes, 3 médecins généralistes, 3 représentants du public, 3 représentants des hôpitaux, on les met tous là-dedans, 80% des bonhommes, enfin des participants n'ont aucune idée de l'imagerie du point de vue technique, et puis on les met ensemble, et puis on dit, bon, faites. C'est où le meilleur résultat? Non, 1 ou 2? En fait, ce qui est vraiment intéressant dans sa découverte, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Ça dépend. Ça dépend comment? Ça dépend de quoi? Ça dépend que vous pouvez mettre, en fait, vous pouvez avoir de bonnes décisions, vous mettez 12 imageurs, 12 radiologues, disons, hein, on se prend ensemble, mais s'ils ont des vues indépendantes et diverses, et qu'ils ont le courage de les dire, on obtient un résultat. Si on a un groupe diversifié, où justement il y a une dominance d'un sous-groupe parce que les autres ne sont pas indépendants, n'ont pas la force de dire ce qu'ils ont. Vous savez, moi, vous allez mettre des résonances magnétiques partout, ça va me coûter une fortune. Écoutez, bon, je comprends, mais je suis contre vous. Ou alors, c'est eux les radiologues, ils connaissent. Hein. Moi, je ne suis vraiment pas du tout dans le coup. Je vais les écouter. Donc, dans les 2 cas de figure, ce qui compte, ce n'est pas tellement la composition, mais c'est surtout le mode d'opération de chaque individu dans le groupe. Donc, des vues indépendantes qui s'expriment. Et donc, dans les systèmes de gouvernance, des bons systèmes de gouvernance, quand on va dans un comité bien organisé, c'est la bagarre, c'est le chaos. Ce n'est pas du tout l'ordre et chacun parle à son tour. Oui, je suis d'accord avec le chairman, il est très bien, parce qu'il va me donner mon grant le jour d'après. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'on voit quand on gère une organisation comme j'ai géré le NIH, 30 milliards de $. Il y a tous les councils, ils sont tous là, il n'y en a pas un. C'est comme je disais, on a une anecdote entre nous. Hein. Je disais toujours quand j'avais pris le job, je dis c'est incroyable le nombre d'amis que je me suis fait en 24 heures. Mais alors c'est incroyable, tout le monde est mon ami, tout le monde me connaît. Pourquoi? Parce que justement on est à la source de l'allocation de ressources, donc on ne veut pas se mettre à faux vis-à-vis de la personne qui décide ces allocations. Donc comment organiser ce genre de truc? Donc ça c'est un domaine extrêmement important de la gouvernance. Donc il faut savoir avoir des personnalités indépendantes, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de problème pour poser un challenge ou un défi sur la table, et donc organiser ça de telle manière. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, les décisions sont moins bonnes. C'est clair, c'est pas... Vous le comprenez très bien, mais en fait, c'est vrai. Regardez les décisions qui ont été prises par des groupes d'experts. Parce que la corrélation des idées entre les experts est plus forte, en fait, que l'anticorrélation.
Donc, non-émergence des idées nouvelles. C'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. La revue par les pairs a un effet de moyenne, qui exclut en fait les extrêmes de la distribution. Et c'est vrai que ça exclut la mauvaise science, mais ça exclut aussi la bonne science. Donc, par exemple, moi, un truc que je fais systématiquement, au début, quand j'avais mes conseils, c'était moi le chairman du conseil. Donc, à vous de parler. Ah, lui, il est toujours contre moi, celui-là. Non. Allez, à vous de parler. Et ça, c'est pas bon. Donc, j'ai toujours nommé un chairman de conseil qui n'était pas moi. Il était advisor, il était conseiller, mais ce n'était pas vous. Et quand il y a des décisions importantes, il vaut mieux ne pas être là, en tant qu'autorité, pour justement permettre l'éclosion de vues différentes. Ensuite, l'autre caractéristique, c'est qu'il faut absolument éviter la dominance d'un groupe ou d'un groupe d'individus ou d'idées qui sont idéologiquement dirigées. Alors ça, c'est un problème qui existe dans toutes les sociétés. Que ce soit les cellules souches aux États-Unis, que ce soit la recherche reproductive qui est idéologiquement conduite, ou que ce soit, par exemple, des lobbies puissants. Par exemple, le lobby qu'on appelle aux États-Unis Industrial Military Complex, le complexe industrialo-militaire, qui est extrêmement puissant, qui est driven par un groupe et qui voudrait diriger toute la recherche sur les applications militaires, parce qu'attendant, le monde va exploser demain, donc il y a un truc de peur qui est généré, et donc on dirige toutes les ressources vers ce genre de... En fait, on déforme l'agenda pour le diriger vers un genre d'investissement qui n'est pas nécessairement la meilleure allocation des ressources, qui est en fait le but encore du mode gouvernance. Alors l'exemple classique, c'est l'exemple de Lysenko. Lysenko, biologiste soviétique, qui était très bien vu de Staline, très bon ami politique, et puis qui disait l'évolution, c'est incorrect, ça n'existe pas. L'évolution de Darwin, c'est une idée absolument antisocialiste, c'est contre l'idéologie du Parti communiste. Et pendant 50 ans, il a réprimé l'éclosion de la biologie en Union soviétique. Ça, c'est l'exemple le plus classique. Mais il y en a d'autres. Je peux vous dire, il y en a d'autres. Par exemple, la tendance en psychiatrie, la tendance freudienne de la psychiatrie pendant plusieurs dizaines d'années a empêché et retardé le développement de ce qu'on appelle molecular psychiatry, la psychiatrie moléculaire, qui est très en arrière vis-à-vis du reste. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une dominance idéologique d'un groupe qui disait non, c'est la psychothérapie, les rêves, le id, et ça, il faut s'en méfier. Donc un système de gouvernance, un bon système de gouvernance, c'est un système qui, agressivement, garantit ou essaye d'encourager l'indépendance de toutes les tendances et politiques et idéologiques. Et ça, il ne faut pas... On n'arrive pas à ça par hasard. On arrive à ça par discipline. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a un déséquilibre qui se passe, où on voit une force sociale, une force politique, une force anti-quelque chose, surtout ça se présente souvent anti-quelque chose. Par exemple, anti-vaccin. Toute la tendance idéologique anti-vaccin qui se passe maintenant, vous n'allez pas rester en dire oui, c'est populaire, contre les vaccins, l'autisme, les trucs. Non, en tant que scientifique, en tant que système de gouvernance, vous devez immédiatement interagir, dire non, il n'y a pas d'équilibre et il y a des différences d'opinion, parce que c'est en général dans cette approche qu'on arrive à perdre l'allocation effective des ressources dont je vous parlais. Donc, je vous donne une définition clinique, en fait, technique de la gouvernance et pas émotionnelle. C'est-à-dire que pour moi, quand j'estime un système de gouvernance, je vois ces points-là. Et est-ce qu'en fait, ce genre de déséquilibre, de groupe idéologique, tout ça, c'est en fait des forces négatives du point de vue gouvernance. Et une autre caractéristique de la bonne gouvernance, c'est de préserver, mais alors de manière systématique, un pourcentage des ressources pour des opportunités inattendues qui peuvent venir d'une autre partie du monde. Mais alors, il faut avoir ces ressources. Il faut être capable et courageux
pour dire dans une période, par exemple, donc quand on est en période de vache grasse, où les budgets augmentent, ça c'est facile, parce que le budget de l'année prochaine aura 3 ou 4% d'augmentation, on va prendre ça. Mais quand les budgets n'augmentent pas, c'est là où une bonne gouvernance se montre. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, je l'ai vu, on le voit très bien dans les universités, on le voit dans tous les systèmes. Ce qui se passe, c'est que ceux qui sont présents dans le système ont une force politique d'influence sur l'autorité et sur le pouvoir, et donc sur l'allocation des ressources. Donc quelle est la réaction ? Moi je suis, disons, je suis patron de département biochimie, n'importe, et puis il y a une restriction des budgets. Et puis le comité de gouvernance vient et dit, vous savez, il y a cette idée-là, c'est vraiment super, hein, c'est pas mal. Hein. Mais attends, t'es fou, moi je suis en train de renvoyer mes bonhommes en biochimie, j'arrive pas à faire mes expériences, toi tu veux investir sur ce genre de truc, mais ça va pas. Ça c'est l'exemple typique de mésallocation, mauvaise allocation des ressources sur les opportunités. Et quand on évalue un système de gouvernance, je pose toujours cette question. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a une opportunité nouvelle ou quelque chose qui arrive ? Quel est votre... Ah mais on se met d'accord, pas de problème, on discute. Et puis on fait le budget. Ça, c'est le signe absolument clair qu'il n'y a pas de bonne gouvernance. Parce qu'une bonne gouvernance dit non, il y a un fonds commun, c'est ce que j'avais fait au NIH d'ailleurs, c'était la réforme fondamentale du NIH, de dire non, il y a un fonds commun d'opportunités. Et chaque année, on réserve ce fonds commun pour des idées nouvelles. Bon, s'il n'y en a pas, fine, on les investit dans ce qu'on a. Mais s'il y en a, ça circule. Et en général, ce fonds commun, ce qui est très typique, il faut l'investir de manière flexible. C'est-à-dire, il ne faut pas s'engager pour des dizaines d'années. Il faut s'engager et dire, au bout de 5 ans, c'est fini. Au bout de 10 ans, c'est fini. Et donc, un bon système de gouvernance a cette capacité, dans les périodes vache grasse ou vache maigre, de réserver une partie de ses ressources pour des nouvelles idées. C'est un peu le capital aventurier. Et ça, c'est important. Et il ne faut pas compter sur dire, bon, si c'est du capital d'aventure, qu'ils aillent ailleurs. En fait, c'est très important de comprendre que les intérêts, les groupes d'intérêts établis, qui ont déjà eu des ressources, qui sont là, sont plus puissants que les groupes d'intérêts du futur, qui n'ont aucune représentation. Et donc, une bonne gouvernance, c'est la protection, justement, du futur contre le présent. Parce que si le futur a la même image que le présent, on a échoué. Voilà une philosophie de gouvernance. Les mécanismes, bien sûr, bon là, c'est pas sorcier, ça dépend essentiellement de la source du capital. Si c'est public, donc les contribuables ou l'autorité du gouvernement, si c'est privé mais sans profit, c'est-à-dire philanthropique, fondation, institution, ou c'est privé pour profit, c'est à partir des corporations ou du venture capital. Donc, les mécanismes de gouvernance, en fait, changent en fonction de l'origine des ressources. D'accord ? C'est un peu comme ça que ça se passe. On en avait parlé en comparant les systèmes. Plus l'argent est public et plus la transparence est nécessaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi plus de bureaucratie. Et ça, un bon système de gouvernance qui arrive à être transparent sans être bureaucrate, ça c'est un bon système. Et c'est difficile à faire dans les yeux du public. Pourquoi ? Parce que le public représente toutes les tendances. Et comme vous le savez, vous allez à droite, il y en a toujours qui disent vous allez trop à droite, vous allez à gauche, vous allez trop à gauche. Donc il faut gérer ces tensions et éviter de tomber dans la bureaucratie. Pourquoi ? Parce que c'est classique. Et ça, je le vois dans l'histoire même des institutions où j'ai été présent, que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est que tout ce qui est règles, ce qu'on appelle les opérations, les procédures standards, les process standards, en général, quand on essaie de les tracer, elles sont tracées à un incident. Ah, il y a eu un incident, tel truc a explosé, bon, on fait une procédure. Ah, il y a eu une plainte, les gens n'étaient pas d'accord, qu'on a dépensé trop d'argent dans le sida et pas assez dans la tuberculose. Ah, on fait une procédure. Et ça, c'est classique. On crée un gâteau, un millefeuille de régulation
sans jamais en enlever. Donc un bon système de gouvernance revoit ses règles et règlements internes et ses relations externes tous les 5 ans. Il faut absolument avoir cette discipline, parce que sinon on tombe dans ce problème. Et ça, c'est difficile, c'est pas facile du tout, ça prend énormément d'énergie, mais le problème c'est que plus on attend et plus ça demande de l'énergie. Donc tout système de gestion, de gouvernance, d'après moi, doit avoir dans la pensée de son organisme de gouvernance un mécanisme de revue régulier. Et ça, c'est un truc absolument essentiel. Donc, par exemple, la réforme du NIH, il n'y avait pas de mécanisme de revue. J'ai demandé à ce que, dans la loi, il y ait un comité, ce qu'on appelle le Strategic Management Review Board, hein, le board de revue de gestion stratégique, qui, tous les 7 ans, est obligé maintenant, par la loi des États-Unis, à donner ses recommandations de réduction bureaucratique et de simplification de l'organisation au Congrès des États-Unis. Ça ne s'était jamais vu. Pourquoi ? Parce que la sclérose d'une organisation se passe quand on n'a pas la discipline de revoir, de s'autocritiquer tous les 5 ans. Donc, tous les instituts sont revus tous les 5 ans, c'est mandaté, et c'est revu par un groupe qui n'est pas interne, mais indépendant. Encore une fois, ne pas être juge et partie. Gouvernance des ressources publiques, c'est clair, les allocations essentielles. Donc, pensez maintenant, du point de vue gouvernance des ressources publiques, je vais vous donner une analogie très simple. C'est ce que j'appelle l'analogie des rocs, hein, les grosses pierres, le gravier et le sable. Alors ça vient d'un problème de mathématiques qui est connu. Si on vous donne un vase, et où à l'intérieur il y avait des grosses pierres, du gravier et du sable, et on vide le vase, puis on vous dit, bon maintenant, voilà, vous avez ça, quelle est la meilleure stratégie pour être sûr de remettre les pierres, le gravier et le sable pour que c'était déjà plein et que ce soit plein et qu'il n'y ait pas de perte? Alors, stratégie numéro 1, on met le sable. Puis après le gravier, après les gros rochers. 2, on met le gravier, ensuite les rochers, ensuite le sable. Bon, on peut montrer mathématiquement que, en fait, la seule stratégie qui marche, c'est mettre les grosses pierres, ensuite le gravier, ensuite le sable. Et ça, j'avais appris ça parce que j'avais travaillé avant d'aller en médecine dans un laboratoire de travaux publics où on faisait l'analyse des bétons. Et c'était comme ça que j'avais appris qu'effectivement, un bon béton, il faut mélanger d'abord les grosses pierres, ensuite le gravier, ensuite le sable. Ben c'est un peu la même chose hein, du point de vue des allocations dans les ressources publiques. Il faut toujours diriger le débat public vers l'allocation des grosses pierres. Il faut surtout éviter, dans un système de gouvernance, de parler au gouvernement et au processus politique dans le sable ou dans les graviers. Non, vous savez, ça serait très bien d'avoir un petit programme sur telle maladie. Et oh, ça serait très bien, en fait on n'a pas de truc, il faudrait avoir 30 grants pour les étudiants. Et en fait, ça serait très bien. Non, ça c'est une erreur. Il faut d'abord utiliser, c'est-à-dire que ce soit le Parlement ou le ministère, la discussion, elle doit être quelles sont les grandes stratégies, quels sont les grands blocs d'investissement. Et essayer d'éviter d'impliquer le système politique et le système ministériel dans les décisions qui sont granulaires. Ça, c'est une erreur fondamentale et je la vois partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a tel ministre qui arrive. Ah bon, il y a un problème dans telle maladie. Ah bon, je vais mettre mon truc, on va faire une fondation, on va faire un truc, un programme sur cette maladie. Et ils oublient les grosses pierres. Et ça, c'est un système de gouvernance des ressources publiques qui doit être établi, c'est-à-dire qui doit être tenu par notre communauté, pas en ordre dispersé. Et c'est très difficile parce qu'il y a toujours un qui tire et qui dit « moi, je suis près du ministre, je suis près du gouverneur ». Et puis on essaie de diriger ça un peu partout. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que, d'après moi, une bonne gouvernance est basée sur 3 principes, 3 piliers, si vous voulez. Le pilier numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'excellence stratégique. Et l'excellence stratégique, pour moi, c'est quoi ? C'est l'art de faire des choix, de déterminer ses choix et ses priorités. Deuxièmement, une excellence opérationnelle, c'est-à-dire réaliser, exécuter ces priorités-là de manière... Et la troisième, c'est ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, ou l'excellence émotionnelle, c'est-à-dire le capital humain, qui soit motivé, encouragé, inséré dans tout ce processus, de telle manière qu'il y ait un cercle virtueux.
Donc, pour moi, les grandes allocations, les grandes priorités stratégiques doivent être déterminées au plus haut niveau. Et surtout ne pas inverser ça. Ça c'est terrible. On voit des distorsions extraordinaires de systèmes, justement parce qu'il y a une insertion de gravier et de sable dans le système politique. Et ça, c'est une erreur que je vois à travers tous les pays du monde, avec toutes les académies, et le grand respect que j'ai pour elles. Elles utilisent ce genre de stratégie et c'est une grande erreur. Il vaut mieux parler de l'équilibre global plutôt que des programmes et dire au gouvernement, écoutez, maintenant que vous avez décidé des grandes stratégies, il faut que ce soit géré de manière autonome. Alors d'habitude, quand on gouverne les ressources publiques, il y a deux méthodes. On donne ça au ministère. Donc vous avez ça un peu partout. C'est au Japon, en Chine, dans tous les pays où on délègue en fait l'autorité à un ministère ou alors à une agence du gouvernement. Une agence qui est soit directement reliée au gouvernement, le NIH directement relié au gouvernement, ou alors semi-autonome, comme les académies des sciences, ou complètement autonomes. Par exemple, des académies ou des instituts, Max Planck, j'avais donné l'exemple. Ou alors comment on gouverne ce genre de situation? En général, ce qu'on voit, c'est que les comités de direction, c'est-à-dire les conseils de direction, sont un mélange entre nomination publique, en général des hommes politiques, des maires, qui représentent en fait la société civile, et des nominations d'experts, c'est-à-dire des scientifiques. Au conseil du NIH, j'avais 2 tiers de scientifiques, 1 tiers de nommés de gens publics. Ça, c'est un mélange qui existe toujours dans les institutions publiques où on a besoin d'un droit de regard, d'un droit de revue du public. Aux États-Unis, on a été plus loin. Maintenant, on a 2 conseils. On a un conseil expert qui fait 2 tiers scientifiques, 1 tiers public, et un conseil des représentatifs du public. Et pour moi, j'ai encouragé ça. Pourquoi? Parce que ça donnait cette indépendance de vue dont je parlais tout à l'heure, qui était déterminée par Surowiecki comme étant un bon mécanisme de gouvernance. Et ça change. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va de systèmes qui sont très directifs. Par exemple, le ministère de l'Institut de l'Industrie et de la Technologie au Japon est très directif. Mais alors, directif au millimètre, une bureaucratie qui vient, lui dire Tokyo, vous allez faire ça, et délivrable, tant, et puis dans 2 ans, on vient vous voir. Ça vient donc de très directif, ou alors une mission générale qui est donnée. Par exemple, la mission du NIH, c'est une mission avancer les connaissances pour les transformer, les traduire en avancées thérapeutiques pour le bien du public. C'est tout. C'est tout ce que... Quand on vous donne votre lettre de nomination, c'est votre mission, c'est ça. On ne vous dit pas comment, pourquoi. On décide, bien sûr, au niveau du Congrès qu'on va donner tant pour le cancer, tant pour le... Mais on ne me dit pas il faut donner ça à Joël Ménard ou à Philippe Kouriski. Pas du tout. Ça, c'est tout à fait indépendant. Donc, il y a une autonomie d'exécution, il n'y a pas une autonomie de stratégie globale. Et ce qui est très important, c'est que selon les agences et selon les buts, il y a ce qu'on appelle les earmarks, c'est-à-dire que politiquement, on dit cette somme d'argent va aller à ce centre-là dans tel État. Ou on va faire des technopoles, on va en mettre un à droite, un à gauche, un au sud, un au nord. Ça, c'est des décisions politiques. Et ça, ce ne sont pas des décisions qu'on peut nécessairement influencer parce que ça représente en fait la réalité du système politique. Et donc, ça va, s'il y a tout un éventail, je ne peux pas le résumer parce que c'est... Et en général, il y a toujours un exécutif. C'est rare de voir une organisation, soit ministérielle, soit une agence du public, où il n'y a pas un exécutif. Que ce soit le CNRS, l'INSERM, ça revient toujours à une personne représentative. Il y a même dans les États, par exemple le Royaume-Uni ou la Suède, où il y a des conseils de recherche. Les conseils de recherche maintenant deviennent dirigés. Il y a un exécutif particulier pour le conseil de la recherche médicale en Angleterre, ou même tous les conseils en Suède, qui étaient dirigés par Dr. Harriet Wallenberg, qui est maintenant la présidente de Karolinska. Des institutions privées qui ne sont pas à but lucratif, alors en général, là c'est un
conseil qui se perpétue, qui s'auto-perpétue. Et ça, ce sont en général des structures légales qui font que le comité de direction change mais s'auto-appointe, c'est-à-dire se nomme eux-mêmes, et c'est en général le conseil. Il y a toujours aussi un chief executive, que ce soit le président de l'université ou le président de l'institut, et il y a tout un système de nomination et de promotion qui n'existe pas dans les systèmes publics. C'est-à-dire qu'on choisit le capital humain et qu'on avance le capital humain dans une carrière. Et donc, il y a un déconnect entre la sélection du capital humain et l'allocation des ressources. Tandis que dans les systèmes publics, on fait les deux en même temps. D'accord ? On ne donne pas de ressources sans avoir sélectionné la personne qui va utiliser ces ressources. Dans les systèmes des institutions non-profit, on choisit la personne, ensuite on met les ressources. Et ça n'arrive pas nécessairement au même moment. Donc, très grand effort de sélectivité promotionnelle et de nomination et de promotion. Et bien sûr, il y a deux genres d'organisations. Il y a l'organisation, par exemple, comme la Rockefeller, la Carnegie Institution, Pasteur, d'une certaine manière, où on alloue des ressources de manière non compétitive pour un certain domaine. On dit, voilà, on va nommer un tel, on va donner ces ressources-là. Ou alors d'autres institutions qui sont des institutions qu'on appelle à système de ressources soft, molles, c'est-à-dire que ce ne sont pas des ressources dirigées vers un truc, c'est compétitif. C'est-à-dire on dit à une personne, écoutez, vous venez, on vous nomme, on vous supporte pour 5 ans, et puis dans 5 ans, il faut que 70% de votre ressource soit reçue de sources externes. Donc c'est un peu c'est différent du système public dans la mesure où on fait des paris sur des individus. On prend la personne qu'on considère la plus pleine et on fait un pari. On fait un pari de 5 ans et puis on donne des ressources, mais c'est des ressources compétitives. Il y en a d'autres où on fait un pari et ce sont des ressources absolument non compétitives qui sont là, qui sont garanties. Elles sont garanties soit par une source de fonds, comment dire, un endowment, un capital qui fait partie de l'institution. L'institution privée, alors là, c'est tout à fait différent. C'est en général un groupe de partenaires. Il y a plusieurs organisations légales comme ça. C'est ce qu'on appelle la corporation à responsabilité limitée. Donc c'est un groupe de partenaires qui non seulement sont responsables pour l'apport du capital et l'allocation du capital à certaines organisations, en général beaucoup plus tard dans le cycle de transformation de l'innovation, donc de la création en général à la diffusion précoce, ou même le scale-up. C'est en général là qu'ils viennent. Et bien sûr, c'est en général les groupes d'investissement, de fonds d'investissement. En général, il y a un groupe de partenaires qui contrôle la ressource, le capital, un groupe de conseillers qui conseillent l'allocation. Vous voyez ? Et ce sont en général sont des organisations qui, alors elles considèrent le monde comme leur domaine. Pratiquement, ils font ce qu'on appelle du scouting, c'est-à-dire du radar, et ils sélectionnent pratiquement dans tous les domaines possibles. Et ils font un investissement. C'est-à-dire qu'en fait, ils fournissent dans le système un peu c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de réserver une part de l'allocation des ressources de capital vers des aventures à haut risque. C'est en général ce capital-là qui fournit ça. C'est flexible, ce n'est pas bureaucratique, à l'opposé des systèmes publics. Ce n'est pas transparent. C'est très flexible, mais c'est très controlling. Et ça, c'est la chose dont on ne se rend pas compte. Il y a un contrôle absolument énorme de la part d'investisseurs privés, si vous voulez, d'organisations privées, sur la conduite, les milestones, c'est-à-dire les timetables, comme on dit, l'évolution d'un projet, est contrôlée de manière absolument stalinienne. Si vous avez fait cette expérience une fois, vous réalisez qu'en fait, c'est un système, on dit, flexible et très dynamique et entrepreneurial. C'est terrible de travailler sous un système pareil parce que c'est controlling. C'est-à-dire toute dépense est calculée. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'eux, ils pratiquent ce que je disais
tout à l'heure pour les systèmes publics, ils pratiquent l'allocation la plus efficace et la plus optimale de leur capital et réduisent les coûts de transaction au maximum. C'est pour ça que c'est flexible, c'est direct. Moi, je vous donne une expérience personnelle. J'avais une invention que j'avais faite dans mon labo. On voulait absolument la développer. Donc, c'était une 5e start-up. J'avais l'expérience quand même. Et puis, on dit qu'il fallait avoir du capital parce que c'était une device, un outil un appareil d'imagerie interne, en fait. C'est comme une petite mini-caméra qui pouvait aller à l'intérieur du corps en résonance magnétique. Donc, je parlais à notre bureau de transfert technologique et je dis, écoutez, pour ça, ça demande beaucoup de ressources, au moins 10 millions de dollars. Et alors, on se met en contact avec des gens qui sont justement dans ces institutions-là et on prend un avion, on fait ce qu'on appelle un roadshow. C'est-à-dire qu'on va et on montre avec des diapos tout ce qu'on a en tête à plusieurs groupes d'investisseurs. Très bien, c'est super. Hein, ils vous prennent dans un avion privé et puis vous allez dans 5 villes, 6 villes en 24 heures, 36 heures. Et puis on était revenus, j'étais content, super. En 36 heures, on avait eu une fois et demie ce qu'on avait demandé. C'est-à-dire il y avait 15 millions de committed. J'étais vraiment aux anges. Je dis, tiens, c'est mieux que d'aller prendre des grands au NIH. Quand au NIH, vous écrivez le grant, et puis ils vous disent oui, ils vous disent non, ils vous laissent partir. Là, c'était super. C'était le début du cauchemar. Parce qu'après ça, alors, toutes les 2 semaines, je suis du groupe d'investissement Intel, je voudrais voir comment va le projet. Bon, écoutez, il y a 2 semaines, il y en a un autre qui est venu. Ah oui, mais nous, ce n'est pas les mêmes. Et on vient, et alors d'une controlling extra. Est-ce que vous avez fait le brevet? Où il est le brevet? Qui c'est qui est dessus? Et celui-là là, qui travaille avec vous, il est bien, il n'est pas bien? Mais alors, un micromanagement extraordinaire. Alors, à la fin, j'ai décidé de ne plus jamais faire ça, parce que je trouve que c'est bien peut-être pour des projets industriels, mais ce n'est pas super. Mais c'est quand même l'origine même de toute l'industrie de start-up, de biotechnologie. Donc, il faut respecter ça, mais enfin, je vous le dis. Hein. C'est de la gouvernance, c'est comme on dit. C'est la gouvernance, comme on dit en américain, c'est hands-on, c'est-à-dire les mains dans la pâte. Hein. Mais ça, ce n'est pas les mains dans la pâte, c'est la main sur votre gorge. C'est différent. Bon, pour finir, quelques conflits d'intérêts, je vous ai parlé. C'est un problème de plus en plus important qu'il faut gérer. Conflict of commitment. Alors, ça, c'est un problème différent qui est en train d'émerger. Pourquoi? Parce qu'on permet maintenant la flexibilité. Comme je vous ai dit, il fallait absolument avoir plusieurs interfaces, plusieurs partenaires. Et à un moment ou à un autre, quand on est doyen de mon université, je voyais des chercheurs qui étaient 80% du temps en train de parler à des investisseurs, en train d'aller à droite, à gauche. À la fin, tu dis, bon, attends, tu es employé de... Donc la liberté a une limite quand même. Donc la flexibilité doit avoir une limite. C'est ce qu'on appelle le conflict de commitment. Où est-ce que votre centre d'activité est? Et donc on a sorti des règles, pas plus de 20% du temps à l'extérieur. MIT a eu le même problème. Et donc il faut gérer cette histoire, parce que sinon on arrive à des problèmes très très difficiles. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, l'institution qui est importante, c'est l'institution au centre qui combine l'éducation et la recherche et la relation avec le monde innovateur. Mais si vous avez le professeur qui est trop sur une partie, il néglige l'éducation. Et à ce moment-là, les étudiants viennent et disent, écoutez, moi, je ne veux plus venir ici, ce n'est pas une organisation qui me favorise parce que mon patron est toujours parti à droite, à gauche. La propriété intellectuelle, et ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a vraiment des conflits de propriété intellectuelle qu'il faut gérer. Donc, je pense que dans un système de gouvernance, dire que la propriété intellectuelle n'est pas votre problème, c'est une erreur. C'est votre problème, parce que ça bloque l'innovation. Ça augmente les coûts de transaction, en fait. C'était très bien dans les années 80-90, et maintenant, on est en train de voir le revers de la médaille, où essayer d'avoir une licence qui dépend de 3 ou 4 ou 5 acteurs, ça devient un cauchemar extraordinaire, au point où on ne peut plus le faire. Donc, il y a un problème de gestion de la propriété intellectuelle. Bon, je disais des nominations et des promotions, il faut absolument être clair qu'elles doivent être faites sur des critères de qualité, parce que c'est en fait l'essence même du noyau de tout essaim d'innovateur.
et la flexibilité des interfaces, donc essayer de permettre, si vous voulez, des carrières qui ont des phases successives ou parallèles, bien sûr avec la gestion dont je vous ai parlé, c'est-à-dire en fait ça, c'est le revers de la médaille de ça. Hein. Et bien sûr la mobilité et la synergie des sources de capital. C'est-à-dire un autre problème qui arrive maintenant, c'est que les sources, bon, comme on parlait de bonne gouvernance, c'est l'allocation des ressources humaines et financières pour des idées et circuler ça entre plusieurs idées, beaucoup d'idées très rapidement. Hein. Mais en fait, il n'y a pas qu'une seule source, il y en a plusieurs. Il y a l'Union européenne, il y a l'INSERM, il y a le CNRS, il y a les fondations, les trucs. Et gérer ça, ça devient de plus en plus important. Alors par exemple, je vous donne un exemple particulier. Aux États-Unis, on a mis en place un système où on gère les grants, les subventions de recherche de manière commune, avec des fondations philanthropiques. Par exemple, les fondations sur l'autisme, comme on ne peut pas supporter tous les projets d'autisme, donc quand ça venait au NIH, ils étaient revus, ce qu'on pouvait, on les classait, on leur donnait un truc d'excellence et puis d'innovation. Ce qu'on pouvait financer, on le finançait, ce qu'on ne pouvait pas financer, on le mettait on le donnait aux fondations. On partageait, si vous voulez, ces sources de revenus pour essayer justement de faciliter l'allocation du capital. On avait fait ça avec les fondations qui supportent la maladie de Parkinson. Donc, augmentation de ce problème de mobilité, de synergie des multiples sources qui existent maintenant pour essayer justement de maximiser l'efficacité de ce capital. Je vous donne la dernière anecdote, je sais qu'on est un peu... Dernière anecdote, ma première expérience, maladie de Parkinson, je reçois un coup de téléphone d'un acteur fameux aux États-Unis qui s'appelle Michael J. Fox, qui a lui-même la maladie de Parkinson, qui a fait une fondation, donc il ramasse des fonds pour la maladie de Parkinson. Et puis il m'appelle et puis il me dit, écoutez, vous ne faites pas le nécessaire, c'est terrible ce que fait le NIH, c'est bureaucratique comme truc, et puis vous ne faites pas la recherche qu'il faut. Moi, j'ai des gens qui me disent qu'il y a tellement d'autres idées qui seraient super, ça pourrait traiter la maladie de Parkinson dans les 5 années qui viennent. Comment ça se fait que vous restez comme des idiots, truc, on a été vraiment... Moi, je lui dis, écoutez, moi je veux bien vous écouter, c'est quoi les projets dont vous parlez qui sont si extraordinaires? Ben voilà. Je dis, bon, on va se rencontrer. Donc, on fait une réunion, et puis je lui dis, amenez-moi les projets que vous trouvez si extraordinaires qu'on a ignorés. Alors, il me donne 12 projets avec 12 scientifiques, 12 programmes, et justement, comme il les avait donnés avant, je lui avais demandé, je lui ai dit, tu me les donnes avant de se voir. Et donc, je prends les 12 et j'analyse nos banques de données à nous. 11 des 12 étaient déjà financés par le NIH. Alors, je suis arrivé au meeting, je lui ai dit, ah bon, c'est très original votre truc, hein. C'est super. Bon, celui-là, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qu'on est en train de le financer. Celui-là, ça fait 12 ans. Celui-là, ça fait... Vous le saviez? Ah non, je ne savais pas, on ne m'a pas dit. Donc, encore, mauvaise allocation des ressources sur l'un sur l'autre. Et donc, ce problème de mobilité et de synergie est un problème qui est en train de monter. Essayez justement d'avoir la meilleure allocation possible. Voilà, donc c'était un peu le résumé. Donc je vous ai amené, si vous voulez, dans une discussion non pas idéologique de la gouvernance ou technique de la gouvernance, mais une approche pragmatique qui a essayé de définir un peu dans cette discussion, non pas l'essence théorique de la gouvernance, mais l'essence pratique sur le fond fondamental. Une bonne gouvernance est une gouvernance qui ne décide pas, qui ne peut pas décider quelle est l'innovation prochaine, mais qui se focalise sur la meilleure fluidité de l'allocation du capital humain et physique la plus utile possible. Et donc, l'idée fondamentale, si vous avez X, est-ce que ce X-là va explorer 50 idées en 10 ans, ou 100, ou 150 ? Pour justement donner à vos innovateurs la chance maximale de s'exprimer dans leur potentiel maximal. Voilà, merci.